À la dernière audience, on était à la phase de la lecture des mémoires. On va continuer avec la lecture des mémoires. L'avocat du Conseil de la défense de Joseph Félix Badio. Honorable président et distingué de la Cour. Oui, de toute façon, donc on les attend parce qu'il faut continuer avec la procédure parce qu'on est là depuis trop longtemps. Bon, les magistrats, pour économiser le temps, exceptionnellement, nous avions décidé de résumer notre travail en moins de temps possible parce qu'on avait un travail de 24 pages. Mais ce résumé a été communiqué au cœur de la Cour pour respecter les vœux de l'article 17 de la loi sur l'appel pénal, donc la loi du 29 juillet 1979. Etc. Aux honorables présidents et distingués juges de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Le juge d'instruction, en rendant son ordonnance querellée, s'est focalisé sur les opinions émises à travers les médias. Or, les opinions sont des obstacles à la manifestation de la vérité et surtout dans ce cas bien précis. Il s'agit de rechercher la vérité juridique et judiciaire dans un tel dossier très important. Le juge ne devrait pas s'orienter vers des opinions provenant de tout vent pour motiver sa décision. Que de plus, dans son ordonnance, le juge d'instruction s'appuie sur un ensemble de rapports pondus par certains organismes des droits humains. Or, nous savons tous qu'en aucun cas, un juge ne peut pas citer des rapports qui ne sont pas produits par des OPJ. Ce qui nous a étonnés, puisque c'est le contraire qui devrait se faire. Autrement dit, un organisme de droits humains peut citer la décision d'un juge, mais non pas l'inverse. Le juge, pour motiver sa décision et pour tenter de justifier et prouver l'inculpation de notre client, en l'occurrence l'inculpé appelant Joseph Félix Badio, a fait état d'une réunion qui a été réalisée chez le sieur Reynaldo Comenton. Il a déclaré que la dite réunion a été organisée sur la demande et l'initiative du sieur Joseph Félix Badio. Or, qu'à la question posée, tant qu'au cabinet d'instruction qu'à la Cour d'appel de Port-au-Prince, concernant cette réunion, l'inculpé a reconnu effectivement que la dite réunion a eu lieu sur la demande de Marie-Juliette Dragon. Toutefois, cette réunion n'avait absolument aucun rapport avec l'arrestation et encore moins l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le juge d'instruction a déclaré qu'à la page 84, quatrième paragraphe, qu'à la question posée au sieur Joseph Félix Badio, quelle était son implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse? Il a répondu qu'il n'est impliqué ni de près ni de loin. Cependant, l'appelant en sa qualité de coordonnateur des services de renseignement généraux attachés au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, était également conseiller en matière de sécurité publique pour le compte du ministère de la Justice et du ministre de la Justice et l'Ordre. Des soupçons lui étaient parvenus sur plusieurs groupes qui se mettaient à préparer un plan macabre en vue d'aboutir à l'arrestation de l'ex-président Jovenel Moïse. Si vrai, il a rédigé des rapports relatifs et les 10 rapports ont été acheminés à son supérieur hiérarchique, le ministre de la Justice de l'époque, le sieur Rockefeller Vincent. A noter que l'appelant n'a jamais hésité de solliciter à la Cour d'entendre le sieur Jean-Hector Anacassis à titre de témoin dans le cadre de ce dossier. Le juge, dans sa fameuse ordonnance et dans sa velléité de tenter de prouver
et de justifier l'inculpation de notre client, a fait mention d'une maison qui a été louée par l'inculpé appelant Joseph Félix Badio en face de la résidence du couple présidentiel à l'effet de la dominer. À la question posée à l'inculpé appelant concernant cette location, il a répondu au juge qu'il n'a pas loué de maison en face de la résidence présidentielle et pour s'enchérir, il a même demandé au juge de se transporter sur les lieux afin d'aller vérifier cette maison et si possible de rencontrer le bailleur, et par rapport à cette demande, aucune suite n'a été donnée. Pourquoi? Le premier juge a pris de moyens erronés, comme toute une absence totale d'expression de loyauté dans la recherche des choses suffisantes, la mission confiée par la loi et la justice au juge d'instruction est la recherche de la vérité. Ainsi, dans l'exécution des actes de son ministère, ce magistrat ne peut s'arrêter aux seuls éléments faisant présumer la responsabilité de la personne sous l'information préliminaire, mais accueillir également tous les renseignements de nature à établir sa non-participation à la commission des infractions reprochées, confronter les inculpés dans l'instruction de cette affaire. Le premier juge, loin de s'inspirer des valeurs comme l'impartialité et de loyauté, indispensables en investigation criminelle, va jusqu'à créer des situations émaillées de contradictions dont certaines violent le simple bon sens. En conséquence, les honorables de la Cour d'appel de Port-au-Prince se verront dans l'obligation de censurer l'ordonnance à caractère unique, bancal et partial datée du 25 janvier 2024. Attendu que la velléité d'indexer la prudence comme étant le seul excès de pouvoir et mésinterprétation et fausse application de la loi. Nous sommes à la page 77 de l'ordonnance où nous allons analyser ensemble le principe non bis in idem invoqué par le juge sur la responsabilité pénale des inculpés, etc. Attendu que les inculpés John Joel Joseph, James Solage, etc., dès qu'on parle d'extradition, le mot fugitif entre en taxe. Honorable président et juge de la Cour, il est manifestement inacceptable qu'un juge chargé du traitement d'un dossier si important, si grande importance, a eu à déclarer avec tant de désinvolture dans son ordonnance de clôture que certains inculpés ont été extradés et déjà jugés dans un pays autre, celui dont l'événement s'était produit. Pour justifier une telle turpitude, le juge instructeur a fait une interprétation erronée une mésinterprétation de ces textes, à savoir le pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 14, alinéa 7, qui dit « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a été déjà acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. » L'article 8, alinéa 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, l'accusé acquitté en vertu d'un jugement définitif ne peut être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits. Document de référence DIDH, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, page 30, article 14, 7e alinéa. Toujours DIDH, Convention américaine relative aux droits de l'homme, page 402, article 8 et 4e alinéa. Ce texte consacre le principe juridique non plus in idem, en vertu duquel la personne poursuivie ne peut être jugée deux fois pour les mêmes faits, attendu qu'Haïti a signé et ratifié ces deux instruments juridiques, attendu qu'au terme de l'article 276 point 2 de la Constitution du 29 mars 1987,
de la République, les accords, traités et conventions internationaux, une fois signés et ratifiés par Haïti, font partie intégrante de sa législation et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires. Par ces motifs, déclarons mettre fin à la poursuite pénale en plancher contre les inculpés et John Joel Joseph, etc. Quel sacrilège! Honorable président et juge de la Cour, le juge instructeur, en déclarant sans gêne et pour la décence et bon sens, sans lésiner sur la conséquence et avec beaucoup de désinvolture, que les inculpés ci-dessus mentionnés ont été extradés et jugés aux États-Unis, n'est ni dans l'exercice d'un droit ni d'un devoir. Donc, le juge d'instruction ne fait que déclarer qu'Haïti, notre chère patrie, la première république noire, le palladium de liberté mondiale, comme arrière-cour des États-Unis d'Amérique. En conséquence, l'ordonnance querellée, l'œuvre du juge Walter Wester-Voltaire, mérite d'être sanctionnée à la dernière rigueur par les honorables et estimables juges de la Cour d'appel. Et de plus, l'article 415 du Code d'instruction criminelle dispose qu'il aura lieu à être réglé de juge par le tribunal de cassation en matière criminelle, correctionnelle ou de police. Lorsque des juges d'instruction ou des tribunaux de ressortissants, point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou délit complexe ou de la même contravention. Qu'en termes clairs, la loi pénale haïtienne pose le principe de l'indivisibilité du dossier pénal, puisque la Cour de cassation doit déclarer qu'il y a lieu à être réglé de juge lorsque les mêmes faits sont portés devant deux tribunaux différents, deux juges d'instruction différents. Qu'au contraire de ces dispositions, le juge d'instruction différent, qu'au contraire de ces dispositions, le juge d'instruction, s'imaginant le législateur, crée désormais un principe de divisibilité du dossier pénal en excluant du champ de son instruction les personnes portant inculpées dans le dossier de l'information sur des critères dont il est le seul à avoir connaissance. Honorable président et juge de la Cour, le texte constate l'indivisibilité de la poursuite pénale et non la divisibilité. Le juge d'instruction, en affirmant et déclarant dans son ordonnance que certains inculpés ont été extradés et jugés aux États-Unis, ne fait que créer un principe de divisibilité. Donc, le juge a fait un violent excès de pouvoir. En conséquence, son ordonnance doit être déclarée nulle et de nul effet. En effet, nous demandons aux honorables juges de la Cour de déclarer nulle et de nullité radicale l'ordonnance rendue par le juge Walter Wester-Voltaire en date du 25 janvier 2024 relativement à l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Dénaturation des faits, violation du principe de loyauté, de la recherche de choses suffisantes et violation de la loi. Sur la violation de l'article 181 de la Constitution haïtienne et de l'article 282 du Code de procédure civile relative à l'absence de motivation. Le premier juge, dans sa décision datée du 25 janvier 2024, n'a pas pris le temps de motiver suffisamment son ordonnance relative à l'instruction sur l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse, à l'effet de préciser de manière claire et cohérente le raisonnement juridique susceptible de soutenir la décision de cet appel, qu'il est en ressort une absence manifeste de motivation de son ordonnance. Pourtant, l'article 181 de la Constitution haïtienne de 29 mars 1987 amendé dispose « Tout arrêt au jugement
est motivé et prononcé en audience publique. Que, de plus, l'article 282 du Code de procédure civile dispose que la rédaction des jugements contiendra les noms des juges du ministère public s'il a été entendu, ainsi que les défenseurs qui auront occupé les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de loi, les motifs et dispositifs des jugements et mention y sera faite des pièces produites par les parties. La doctrine enseigne que l'obligation de motivation qui contraint le juge à s'expliquer, à justifier juridiquement et rationnellement sa décision est le meilleur moyen et peut-être le seul de s'assurer qu'il a correctement rempli son office, lequel consiste à prendre connaissance du dossier, puis à statuer sur le fondement du droit et non à se prononcer en fonction de sa fantaisie. Donc référence, c'est Frédéric, etc., Liberté fondamentale, Paris, Flammarion, etc., etc. À cet effet, la Cour de cassation de la République d'Haïti, dans son arrêt rendu en date du 27 juin 1963, a établi de façon péremptoire que toute décision doit être motivée. Le juge doit poser les considérants qui justifient en fait et en droit les dispositions de la décision. Cassation deuxième section, 27 juin 1963, affaire Gessner-Beauchamp, jugement Sainte-Police de Miragouane, note 47, mise au pied de l'article 282 du Code de procédure civile annoté par Maître Pierre-Marie Michel. Il est établi par la Cour européenne des droits de l'homme que la justification de l'exigence d'un jugement motivé réside non seulement dans l'intérêt pour les justiciables de savoir que les arguments ont été dûment examinés, mais aussi dans l'intérêt pour l'ensemble des citoyens d'une société démocratique d'exercer un droit de recours sur l'administration de la justice. Il en résulte que l'obligation de motivation, alors de motiver une décision de justice, se révèle une formalité irritante et substantielle à laquelle est assujettie l'œuvre de tout juge. Qu'en l'espèce, le premier juge, au lieu de découvrir à des éléments de fait et de droit clairs et précis pour motiver sa décision, s'est permis d'écrire les dispositions légales de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal, ce de façon vague et évasive, sans aucune analyse juridique, rigoureuse et scrupuleuse, en reprenant par ailleurs des arguments boiteux et chancelant du représentant du ministère public. Il est de jurisprudence que toute décision de justice non motivée est nulle. Cassation deuxième section, 26 juin 1980, etc. Dans le cadre bien de dossier Chancerelle Manufacture, et toujours au pied de l'article 282 du Code de procédure civile annoté par Maître Pierre-Marie Michel. Ce faisant, le premier juge a commis une grave violation des dispositions de l'article 181 de la Constitution et celle de l'article 282 du Code de procédure civile, ce qui entraînera l'infirmation de l'ordonnance du 25 janvier 2024, indiquant ainsi la nullité de son œuvre inique. Pourquoi? Il y a lieu pour la Cour d'appel de Port-au-Prince de censurer l'ordonnance du 25 janvier 2024 du premier juge pour avoir violé les dispositions des articles 181 de la Constitution haïtienne de 1987 et 282 référence Code de procédure civile haïtien annoté par Maître Pierre-Marie Michel. En conséquence,
par l'organe de son conseil de défense, demande aux honorables juges de la Cour d'appel de bien vouloir prononcer la nullité de cette ordonnance, ce en raison des moyens ci-dessus évoqués, quoi faisant, la Cour rendra une bonne et valable décision. Et mon confrère va enchaîner, honorable magistrat, pour justement préserver la santé. De surcroît, l'appel étant un rejugé, la proposition de cette Cour se doit, en toute impartialité, de revoir ce qu'avait fait le juge instructeur Walter au fait d'infirmer la dite ordonnance en vue de faire œuvre nouvelle. La Cour a pour mission d'instruire à charge et à décharge. Doit en principe revoir également tous les témoignages, toutes les informations susceptibles tendant à disculper l'appelant. À ce propos, il faut mettre l'accent sur les circonstances dans lesquelles l'appelant se trouve par devant la justice. La déclaration intempestive et malhonnête de tous ceux avec lesquels il voulait une confrontation, telle que l'Espérance et bien d'autres qui ont fait des déclarations fallacieuses et mensongères contre le sieur Joseph Félix Badiou, derrière le micro sur les ondes des radiophoniques bien identifiées et bien connues à travers le pays, etc. Les tortures infligées dans le cadre de ce dossier par la DCPJ à des détenus, surtout les Colombiens, dans l'objectif d'orienter leur opinion ou pour obtenir de ce qui va à l'encontre de la vérité suivant les déclarations d'abondance des Colombiens devant la Cour. On doit retenir que le juge d'instruction est saisi in rem, c'est-à-dire en raison des faits et non en raison de la personne. Idem pour la Cour qui fait office du juge instructeur. Nous nous sommes convaincus que l'instruction autour de cette affaire n'a pas été réalisée par le premier juge. Pourquoi? La Cour doit infirmer l'ordonnance du juge Walter Wesley Voltaire et de faire œuvre nouvelle. Toutefois, prononcer la disculpation de l'appelant, le cas échéant, accorder main levée des cours du mandat de dépôt en faveur de ce dernier. Honorable président et juge de la Cour, l'appelant Joseph Félix Badiou est qualifié de tête pensante, auteur intellectuel, bouc émissaire et agent double. Parcourant l'ordonnance dans sa totalité, nous avons pu constater que, selon le juge instructeur, que son nom fit écho, il a été poursuivi par la clameur publique et qu'il avait des conversations par appel téléphonique avec le docteur Ariel Henry. Rien d'autre que ces allégations fantaisistes. Honorable président et distingué juge de la Cour, nous sommes à la page 83 de l'ordonnance, le dernier attendu que et le premier attendu que de la page 84 de la dite ordonnance. Pour le président et distingué juge de la Cour, nous sommes à la page 83 de l'ordonnance et le dernier attendu que de l'ordonnance, le dernier attendu que et le premier attendu que de la page 84 de la dite ordonnance. La Cour, dès qu'on parle de clameur publique, on est sans doute dans une situation de flagrant délit. Maintenant, pour les clameurs publics,
L'appelant via ses avocats se réfère à un document, à un ouvrage de l'éminent professeur, le feu Maître Nibel Jean-Baptiste, intitulé Cours de procédure pénale pour les étudiants 4e année en sciences juridiques. Nous sommes aux pages 21 et 22 du dit document. Les flagrants délits par présomption découlent également de l'article 31 du Code d'instruction criminelle qui stipule les cas où l'agent est poursuivi par la clameur publique et celui où il est trouvé saisi de faits, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, la disculpation de l'appelant conformément au prescrit de l'article 115 du CIC, se faisant cesser la justice et équité. En cas de rejet improbable, c'est la demande de mainlevée du mandat d'écoute de l'inculpé. En raison de sa situation sanitaire, l'inculpé est souffrant des maladies chroniques, le diabète, l'hypertension, l'arthrose, etc. N'ayant pas accès à ces médicaments de circonstance, sa situation sanitaire détériore de jour en jour. Au cours de l'évasion survenue en date dans la nuit du samedi 2 au 3 mars 2024, l'inculpé aurait dû s'évader comme tant d'autres. Cependant, il ne l'a pas fait. De plus, l'inculpé Joseph Félix Badjo, contrairement à ce que font croire le juge instructeur et à ce que fait croire le juge instructeur et à ce qu'on fait croire le juge instructeur et le ministère public. Il vivait dans sa demeure à Fermat 19 depuis des décennies, jusqu'à son interpellation le 19 octobre 2023 à un supermarché du côté de Pétionville, là où il s'approvisionnait régulièrement. Le ministère public, dans son acharnement de combattre la demande de mainlevée du mandat d'écoute provisoire, formulée par l'appelant, a brandi l'article 95 du Code d'instruction criminelle, avant qu'il s'agisse d'infractions relatives à une peine afflictive infamante. Dans ce cas, la liberté provisoire ne sera jamais accordée. Loin de là l'intention de faire la leçon au ministère public, cependant, nous tenons à souligner en faute à son attention que nous ne sommes plus à cette phase. Au niveau de la Cour d'appel, l'article 95 du CIC n'est pas de mise. De plus, le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, approuvé et ratifié par Haïti le 6 février 1991, fait partie intégrante de la législation interne de la République d'Haïti, ce depuis le 6 mai 1991, date de son entrée en vigueur. L'article 9, alinéa 3, stipule ainsi: la détention des personnes atteintes de passer en jugement ne doit pas être la règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties judiciaires et la comparution de l'intéressé à l'audience à tous les autres de nous donner acte de la lecture de notre mémoire. Appelant Joseph Félix Badjo de la lecture de sa mémoire. Ministère public, vous avez la parole. Nous sommes toujours à la phase de la lecture de mémoire, frère Hussein,
Cour avait ordonné la comparution de l'inculpé H4 Joseph Pierre, à la l'heure de aujourd'hui, qu'il plaise à Lucie de bien vouloir appeler l'inculpé H4 Joseph Pierre. L'inculpé H4 Joseph Pierre. La canne venue, mon cher. Honorable Président, les honorables membres de la Cour, ministère public, vous avez, dans une bonne foi sans pareil, rendu une ordonnance en date du 2 juillet 2025. Et vous avez, de manière vraiment bienveillante, mentionné même dans votre ordonnance que l'inculpé appelant H4 Joseph Pierre comparaisse à la Cour aujourd'hui même, le 11 juillet 2025 à 10h du matin. Le jour même, j'étais vraiment ému et mon client avait le même sentiment et j'ai entamé avec les autres membres du cabinet toutes les démarches en vue de faire exécuter à l'étranger cette ordonnance. La première démarche que j'ai entreprise, c'était de déposer cette ordonnance au bureau de la présidence de la Cour, car pour exécuter une ordonnance rendue en Haïti par une cour haïtienne au Canada pour pouvoir faciliter le transit, il a fallu que le ministère des Affaires étrangères vise l'ordonnance, ainsi que le ministère de la Justice. Dans cette optique, je me suis transporté au bureau de la présidence de cette cour, où j'ai personnellement rencontré le président de la cour, en l'occurrence l'honorable magistrat que je respecte beaucoup, le magistrat Guillaume. Il m'a fait déposer l'ordonnance pour pouvoir pour pouvoir légaliser la signature du greffier, afin que le ministère de la Justice puisse faire pareil, et par la suite le ministère des Affaires étrangères. À ma grande stupéfaction, c'est une formalité simple, normale. Par exemple, si vous avez une ordonnance, vous pouvez, rendue en première instance, vous pouvez voir le doyen du tribunal qui va légaliser la signature de ce greffier, et par la suite, vous vous rendez au ministère de la Justice et finalement au ministère des Affaires étrangères pour que cette décision ait force de loi en territoire étranger. Je ne sais pas, honorable président, et je suis vraiment tombé des nues pour des raisons qui ne me sont pas expliquées. Quand j'ai envoyé mon collègue, maître Fredo Jean-Charles du barreau de Port-au-Prince, prendre la décision pour pouvoir faire les autres formalités, le président nous a dit sèchement qu'il ne va pas légaliser l'ordonnance de sa propre cour. N'ayant pas voulu légaliser cette ordonnance, le ministère de la Justice ne peut pas directement légaliser la signature du greffier de la Cour d'appel qui est ici présent, que vous-même vous connaissez, que le président connaît également. Cette formalité n'ayant pas pu être remplie, je n'ai rien pu faire. Et magistrat, j'ai ma famille que je dois aller visiter au Canada. Je ne peux même pas voyager. Parce que tout simplement, je m'attendais à ce que cette ordonnance soit légalisée pour que je puisse
aller même chercher mon client et l'emmener par devant vous pour venir répondre des griefs de son appel. Les formalités pour des raisons indépendantes de ma volonté et de celle de mon client Ashkad Joseph Pierre, qui n'attendait que la légalisation de cette ordonnance pour rentrer en Haïti afin d'éviter qu'il soit une autre fois arrêté et humilié sur le territoire dominicain. On n'a pas pu le faire. Devant cette impossibilité matérielle, honorable président, et même impossibilité de remplir des formalités judiciaires, des formalités légales, des formalités qui n'ont rien d'illégal, nous n'avons d'autre choix que de demander à la Cour d'en prendre acte et de permettre à ce que j'étudie d'autres moyens pour pouvoir faire comparaître, après information certaine de l'ordonnance du magistrat, de l'honorable magistrat Voltaire, car je me rends compte que nous nous acheminons vers l'information de la première œuvre de l'honorable magistrat Voltaire. Et je m'arrangerai, je vous promets que je voyagerai au Canada pour voir comment je peux voir avec les autorités canadiennes et dominicaines pour faire comparaître mon client, ne serait-ce après information de l'ordonnance, par devant le juge que vous aurez désigné pour mener cette instruction. C'est bien dommage, ça me fait perdre du temps, car à la manière de mon premier client, Fenil Gordon des Désirs, Ashkad Joseph Pierre dispose même de vidéos où il est par devant les autorités dominicaines au Canada. Et je peux même vous faire voir, visionner les vidéos. Vous allez voir que les autorités dominicaines, nous avons une traductrice ici, et vous allez voir qu'on lui dit qu'il y a des formalités à remplir pour qu'il puisse obtenir cette autorisation. Malheureusement, la formalité la plus simple, la plus banale qui consiste à légaliser votre œuvre, je n'ai pas pu la remplir. Je suis face à une impossibilité matérielle et légale. Honorable Président, prenez note. Prenez en acte, s'il vous plaît. J'étais venu vous voir. J'étais venu vous voir. J'étais venu vous voir. Et je suis allé voir le Président. Je suis allé voir le greffier en chef. Parce que je tenais à ce que j'exécute, parce que je vous avais promis que je ferais venir mon client ici. Mais je n'ai pas pu, magistrat. Je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues. Je vous prie d'en prendre acte et de permettre à mon client d'analyser d'autres voies et moyens pour pouvoir répondre aux prochaines convocations de cette auguste cour, pour qui j'ai beaucoup de respect et pour qui mon client a beaucoup de respect parce qu'il tenait à venir. Il a perdu 2 billets d'avion parce que je l'ai assuré que cette ordonnance allait être légalisée pour arriver à temps. L'hélicoptère est parti. J'ai un ami qui allait voyager pour lui remettre ça. Je suis tombé des nues. L'honorable président de la Cour a refusé de légaliser la signature de son propre greffier qui est ici. Je ne sais pas pourquoi. Donc à cette phase, Maître Mario Delcy demande à la Cour de constater. Le président dit qu'il ne va pas signature ça. Moi, je ne dis pas qu'on signature du mal. Je vais entrer tout. Non, mais vous étiez rentré. Excuse-moi, oui. Honorable président, oui. Je sais. Oui, merci. Oui. Demande à la Cour de constater, virgule, qu'en dépit. Oui, je conclue, oui. Ah oui, oh, président. Président, j'ai peur de vous, président. Je n'aime pas vous fixer du regard pour ne pas dire que je commets l'outrage au magistrat, oui. Demande à la Cour de constater, virgule, qu'en dépit de sa volonté ferme, mais de sa ferme volonté, et de celle de son client,
de répondre à la convocation de la Cour à l'audience de ce jour, après avoir été pleinement satisfait de cet arrêt ordonnance rendu le 2 juillet 2025, ordonnant sa comparution personnelle libre à l'audience de ce jour, de ce aujourd'hui, point virgule, que pour ce faire, il lui a fallu faire légaliser la signature du greffier par le président de cette auguste cour, pas de la composition, par le président de cette auguste cour, en l'occurrence l'honorable magistrat Guillaume, qui, après avoir exigé le dépôt de l'ordonnance pour analyse, virgule, a finalement décidé de ne pas légaliser la signature de son greffier, ce qui, par effet domino, virgule, a empêché la légalisation de cette même œuvre par le ministère de la Justice ainsi que par le ministère des Affaires étrangères. Ok, tu vas la lire s'il te plaît. Qu'après la mésaventure de l'inculpé appelant en territoire dominicain, lors de l'exécution de l'avant-dernière ordonnance de cette cour, mésaventure qui a abouti à sa déportation au Canada, mésaventure qui a abouti à sa déportation au Canada, les autorités dominicaines avait conditionné son passage futur sur son territoire à l'accomplissement préalable de ces formalités de légalisation de l'œuvre de la Cour par le ministère des Affaires étrangères. Virgule, va la lire. Ok, virgule, va la lire. Que persuadé que la seule façon de laver son image est de répondre à la justice de sa terre natale, qu'est Haïti, persuadé que la seule façon de laver son image, son honneur et sa dignité est de répondre
est de répondre des accusations qui pèsent contre lui par devant les autorités judiciaires de sa terre natale, il se propose, c'est-à-dire l'inculpé appelant, ou bien tu peux mettre l'inculpé appelant, se propose d'étudier avec les autorités canadiennes la possibilité de se présenter par devant cette cour, advenant l'infirmation de l'œuvre du premier magistrat instructeur, advenant l'infirmation de l'œuvre ou bien de l'ordonnance du premier magistrat instructeur, suivi de la désignation, soit de magistrats de cette composition, ou d'un juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Et ce sera le constat pur et simple. Le constat pur et simple du non-accomplissement involontaire des formalités légales les formalités devenues impossibles par le fait ou bien par la cause de la justice qui l'a convoqué, par la cause de la justice qui l'a convoqué, cause de la justice, ce sera bonne et valable justice. Merci, Président. Merci, membres de la Cour, ministère public. Je ne crois pas que vous ayez quoi que ce soit à dire, parce que je vous avais sollicité là-bas. J'avais sollicité votre il faut enlever ce que vous venez de dire. Non. Le ministère public, vous pouvez tout dire, mais dire à la Cour que je vous avais contacté. Il n'y a pas de chaise, je vais Ah. En fait, notre jeu, je vais dire, avouer pour la Cour, que même Delcy, qui est un ami, on avait parlé sur la Cour. Bon, je lui ai dit, c'est une formalité simple, c'est la légalisation de la signature d'un greffier. Tous les présidents de Cour, tous les doyens des tribunaux connaissent que c'est simple. Mais à dire qu'il était venu me voir, me faisant croire ou me faisant peur qu'il avait cette difficulté, c'est pas vrai. Je dois l'admettre. Parce que s'il venait me voir, j'allais voir le président en personne pour lui dire que c'est une formalité simple et ordinaire. On n'a pas à faire souffrir des gens pour ça. Bien entendu, c'est déjà fait. Je prends la parole juste pour que je déplore ce qui est arrivé, parce que c'est pas normal. Mais,
je promets que cela sera porté à la prochaine Assemblée des juges pour qu'aucun autre justiciable n'aura à subir, aucun autre justiciable n'ait à subir pareil les aventures. Ceci étant dit, le ministère public demande donc à la Cour de faire droit purement et simplement à la demande de l'avocat de M. Ashkat Joseph Yes. Et par la suite, de continuer avec la lecture des moyens en appelant Le conseil de Joseph, j'appelle Joseph. Nous avons une liste. Nous avons fait deux notes. C'était nous, après Félix. Attendu qu'à l'appel des partis, l'inculpé appelant Ashkat Joseph Pierre, c'est ça? Ashkat Joseph Pierre en faveur de qui une ordonnance de la Cour rendu en date du 2 juillet 2025 avait renvoyé son audition à la date du 11 juillet 2025, vu qu'il n'avait pas encore à sa disposition un document de la Cour pouvant lui faciliter le voyage vers Haïti, du Canada vers Haïti. Attendu que les formalités administratives n'ont pas été remplies pour faciliter son déplacement. Attendu que son conseil a demandé à la Cour de constater son absence à l'audience de jour et en prendre acte. Attendu que le ministère public a requis la Cour de faire droit
à la demande du Conseil de l'inculpé appelant H.K. Joseph Pierre à charge par lui de discuter de cette affaire, à la prochaine assemblée des juges de la Cour d'appel. Attendu que la demande du Conseil de l'inculpé appelant H.K. Joseph Pierre n'est pas contraire à la loi, et en conséquence, il y a lieu pour la Cour d'en faire droit. Par ces motifs, la Cour, le ministère public entendu, constate l'absence de l'inculpé appelant H.K. Joseph Pierre Nous ne passons sur déjà. Nous examinons. Nous ne passons sur. D'accord. Ok. Vous lisez pour moi la ligne pas. Ça c'est mouti. Ouais, ok. Ok. On prend acte. Non, donne-moi. Constate l'absence. À l'audience du jour. Et un point acte. Ok? Donner de nom, etc. Il est de nom, oui, donner de nom, il est de nom, etc. en fois de pas. Yeah. On prend une petite pause de 5 minutes. On peut finir? D'accord. Une suspension de 5 minutes. L'audience est reprise. Ministère public, vous avez la parole. Le conseil de l'inculpé Jean-Tel Joseph. Le conseil de l'inculpé Jean-Tel Joseph. Le conseil de l'inculpé Jean-Tel Joseph. Acte de l'absence du conseil de la défense de la loi de tel
la Cour a attendu que le conseil de l'inculpé appelant Jean-Tel Joseph a été appelé par la Cour pour présenter ses mémoires attendu que l'avocat conseil s'est abri par son absence. Et en conséquence, le ministère public a requis la Cour de constater son absence et de prendre acte. Ce qui n'est pas contraire à la loi. Par ces motifs, la Cour constate l'absence de l'avocat conseil de l'inculpé appelant comme c'est quand même Jean-Tel Joseph et en prend acte. Donner des noms, etc. En foi de quoi? Procès de la défense de l'inculpé, juge Laurent Félix Gordon Désir. Non, il n'y a pas Jules. Ouais, on va corriger ça. Oui, c'est Fénil Gordon Désir. Le conseil de la défense de Fénil Gordon Désir. Honorable Président, ministère public, Maître Fredo Jean-Charles, avocat au barreau de Port-au-Prince, agissant conjointement à Maître Mario Delty dans le cadre de ce dossier. Comme nous sommes à la phase de la lecture des mémoires explicatifs des inculpés appelants, permettez-moi, Honorable Président, de faire la lecture du mémoire déposé au greffe de la Cour pour l'inculpé Fénil Gordon Désir. Merci, Honorable Président. Mémoire explicatif en appui à l'appel interjeté par Maître Fénil Gordon Désir, inculpé appelant contre l'ordonnance de renvoi rendue par le magistrat instructeur Walter Westé Voltaire en date du 25 janvier 2024 et contre le réquisitoire du ministère public près de la cour d'appel de Port-au-Prince. Par l'entremise de son réquisitoire, le ministère public entend combattre les trois groupes de moyens étayés par l'inculpé appelant Maître Fénil Gordon Désir en vue de soutenir son appel et sa demande d'infirmation de l'ordonnance du juge instructeur. Premièrement, mes interprétations des faits. L'appelant invoque de manière objective une confusion entre ses fonctions d'avocat et conseiller juridique en 2019 et 2020 et des faits criminels postérieurs de 2021 sans lien ni participation. Le ministère public écarte cet argument sans démonstration juridique en se fondant sur une simple proximité professionnelle. Deuxièmement, défaut d'interrogatoire, l'absence totale d'audition viole les droits de la défense et le principe du contradictoire. Le ministère public minimise cette irrégularité sans justifier l'omission ni en mesurer la gravité. Troisièmement,
atteinte à la présomption d'innocence et absence d'infraction en ce qui concerne Maître Désir. L'appelant dénonce une ordonnance construite sur des présomptions sans preuve ni objectivité. Le ministère public élude cette atteinte fondamentale sans réponse de fond. Conclusion. L'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance pour vice radical et absence d'infraction pénale. Le ministère public conclut au rejet sans réelle analyse juridique ni respect des garanties judiciaires. Qu'il plaise au président et les honorables juges de la Cour d'appel de Port-au-Prince de retenir sur l'atteinte grave à la profession d'avocat et au principe de l'état de droit, mes interprétations des faits. Attendu que le 2 juillet 2025, la Cour d'appel de Port-au-Prince a auditionné l'inculpé appelant Maître Fénil Goldon Désir et lors de son audition à la dite Cour, il a, par souci de transparence et de manifestation de la vérité, sollicité de son propre chef à être soumis à un test polygraphique ou détecteur de mensonges afin d'attester la véracité de cette déclaration, demande qui a été simplement rejetée. Attendu que l'avocat est un auxiliaire de justice, protégé dans l'exercice de ses fonctions par les normes nationales et internationales, par le décret du 29 mars 1979 sur la profession d'avocat et les principes de base relatifs au rôle des barreaux adoptés par les Nations Unies le 7 septembre 1990. Attendu que poursuivre un avocat pour avoir exercé sa mission de conseiller dans le cadre d'un projet légal et spécifique de construction d'un hôpital par une organisation sans preuve d'une participation consciente et volontaire à un crime constitue un dangereux précédent de criminalisation de la profession et une dérive attentatoire à l'état de droit. Attendu que Maître Fénil Goldon Désir a lui-même été victime de manœuvres dolosives contractuelles de la part de son client, le sieur Emmanuel Christian Sanon, ayant même déboursé personnellement près de $600 américains pour des opérations d'arpentage dans le cadre de ce même projet qui s'est avéré fictif jusque-là, ce qui démontre qu'il a été victime de ce dernier et non son complice. Sur l'absence de base factuelle ou juridique de l'ordonnance de renvoi et du réquisitoire du ministère public. Attendu que l'ordonnance du magistrat instructeur, en assimilant à tort une relation professionnelle antérieure à une participation criminelle, viole les principes de rationalité, de logique juridique et de bonne foi et révèle une mésinterprétation manifeste des faits et de la fonction d'avocat. Attendu que le réquisitoire du ministère public, en ignorant cet aspect fondamental et en sollicitant le rejet des moyens légalement fondés, compromet gravement l'état de droit, l'accès à la justice et l'exercice indépendant de la profession d'avocat. Attendu que cette ordonnance, rendue en l'absence d'audition de l'intéressé et sans même une convocation, ne saurait valablement fonder une inculpation et aurait dû alerter le ministère public, non pas l'inciter à rejeter des arguments légaux et juridiques. Attendu que le dossier démontre clairement une disjonction temporelle et matérielle entre l'activité strictement professionnelle de Maître Désir en 2019-2020 selon ses déclarations et les faits criminels de juillet 2021, rendant toute imputation pénale juridiquement infondée qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le réquisitoire du ministère public près de la Cour d'appel de Port-au-Prince pour défaut d'objectivité et absence de fondement légal. Sur l'irrégularité radicale de la procédure pour non-respect des droits de la défense, défaut d'interrogatoire. Attendu que l'un des piliers fondamentaux de toute procédure pénale équitable réside dans l'exercice effectif des droits de la défense, parmi lesquels figurent au premier plan
le droit d'être entendu par un juge impartial avant toute décision d'inculpation. Attendu que Maître Fenil Goldon Désir a expressément déclaré lors de son audition en date du 2 juillet 2025 devant la Cour d'appel de Port-au-Prince, sans langue de bois, qu'il n'a jamais reçu de convocation, d'invitation, ni d'aucun acte de procédure émanant du juge d'instruction Walter Wessé Voltaire, ni par mandat de comparution, ni commission rogatoire, ni citation régulière lui permettant de se défendre sur les faits graves qui lui étaient reprochés. Attendu que l'inculpé appelant à faire valoir lors de son édition le 2 juillet 2025 avec la plus grande fermeté et sous le sceau de sa conscience qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence d'une convocation régulièrement émise à son encontre et qu'il incombe en vertu du principe de loyauté et de la preuve au ministère public de produire les documents probants et établissant qu'une invitation lui a été adressée dans les formes légales, qu'à défaut, toute allégation de notification est dépourvue de toute valeur juridique et ne saurait fonder une quelconque mesure ou conclusion à son encontre. Attendu que l'appelant dont le domicile est connu et accessible était pleinement disposé à se présenter par devant les cabinets d'instruction, notamment pour apporter les éclaircissements nécessaires sur sa mission de conseiller juridique limité à un projet de construction de l'hôpital pour le compte de M. Emmanuel Sanon entre 2019 et 2020, qu'il n'a à aucun moment participé ou a été informé de quelconque projet criminel, encore moins d'un complot visant l'assassinat du président de la République. Attendu que, en outre, que l'ordonnance entreprise impute arbitrairement à l'appelant un rôle de conseiller juridique de M. John Jorel Joseph, alors même qu'aucun élément objectif ne permet d'établir le moindre lien entre eux, que l'appelant n'a jamais rencontré ni communiqué avec cette personne, et que cette assimilation opérée sans débat contradictoire ni preuve tangible relève d'une volonté manifeste de le faire passer pour complice, de le faire passer pour complice à tout prix au mépris des principes fondamentaux du procès équitable et du respect des droits de la défense. Attendu que cette carence procédurale constitue une violation flagrante du principe du contradictoire, du droit d'être entendu, du principe de l'égalité des armes, consacré par la Constitution haïtienne du 29 mars 1987, le Code d'instruction criminelle, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Attendu que l'ordonnance attaquée est rendue sans que l'inculpé ait eu la possibilité de s'expliquer est entachée de nullité absolue et doit être infirmée pour cause d'irrégularité radicale de procédure et au nom du respect des garanties judiciaires. Attendu que le réquisitoire du ministère public, en écartant arbitrairement les moyens essentiels soulevés par l'appelant, révèle une instruction en charge contraire aux exigences d'impartialité et aux standards du procès équitable. Attendu qu'il s'impose dès lors d'écarter tant l'ordonnance que le réquisitoire pour violation manifeste des droits procéduraux et dénaturation de la vérité juridique sur l'existence des éléments constitutifs des infractions reprochées. Absence d'éléments légaux, principe de l'égalité. Attendu que l'article 4 du Code pénal haïtien est la règle de l'égalité pénale. Nul ne peut être poursuivi ni condamné que sur le fondement d'un texte précis, clair, accessible et applicable aux faits allégués.
pour faire à l'écrit. Tandis que les infractions retenues contre Maître Désir, à savoir association de malfaiteurs, terroristes, vol à main armée, assassinat et complicité d'assassinat, ne sont pas démontrées ni légalement établies par le juge d'instruction dans son ordonnance et apparaissent comme purement spéculatives. Tandis que les fonctions professionnelles de Maître Désir, qui consistaient exclusivement à prodiguer des conseils juridiques dans le cadre d'un projet identifié de construction d'un hôpital en 2019-2020 par un client devenu par la suite mis en cause, ne peuvent valoir incrimination pénale en l'absence de participation effective, intentionnelle et démontrée à un acte criminel quelconque. Absence de l'élément matériel. Actus reus. Tandis que l'élément matériel de cette infraction suppose un acte positif, précis et identifiable, susceptible d'être imputé à l'auteur. Tandis que, dans le cas d'espèce, aucun fait concret, daté, prouvé ou corroboré n'est imputé à Maître Désir. Aucune participation active, réunion conspirative, aide logistique, communication compromettante ni bénéfice personnel n'est mise à sa charge. Tandis que l'ordonnance se limite à des extrapolations et hasardeuses, à des suppositions et à des présomptions sans fondement ni preuve, ce qui est contraire au principe élémentaire de la charge de la preuve en matière pénale. Absence d'éléments intentionnels, mens rea. Tandis que l'élément moral ou l'intention criminelle suppose la conscience et la volonté de participer à une infraction. Tandis que Maître Désir, de réputation professionnelle irréprochable, n'a jamais eu la connaissance d'un quelconque projet d'assassinat, ni la volonté d'y participer. Tandis que qu'il avait eu connaissance de tel crime, s'il avait eu la connaissance de tel crime, il l'aurait dénoncé par devoir moral et civique, ne serait-ce que pour préserver la paix sociale et la légalité républicaine. Tandis que l'absence totale de mobile, d'intérêt, de comportement suspect ou d'avantage tiré du crime exclut tout soupçon d'intentionnalité ou d'adhésion au plan criminel présumé. Contrairement au réquisitoire du ministère public qui refuse d'admettre que Maître Désir fournissait des services professionnels à son client dans le cadre d'un projet de construction d'un hôpital dont les titres de propriété de son client se trouvent actuellement entre ses mains et à son cabinet jusque-là. En conséquence, qu'il plaise à la Cour, honorable Président, de constater que Maître Fénil Goldon Désir n'a jamais été convoqué ni entendu par le juge chargé de l'instruction du dossier, dire et juger que l'ordonnance du 25 janvier 2024 n'a aucune charge contre ce dernier et que le réquisitoire du ministère public près de la Cour d'appel de Port-au-Prince est de nul effet pour vice de procédure, défaut de base légale et absence de fondement juridique et d'insuffisance d'indices. Émandant et instruisant à nouveau, annuler purement et simplement la dite ordonnance pour violation des droits fondamentaux et atteinte à la profession d'avocat, constater que l'inculpé ne saurait être poursuivi pour avoir agi dans le cadre strict de sa profession d'avocat entre 2019 et 2020, rendre un arrêt ordonnance de non-lieu en sa faveur, agissant ainsi, ce sera droit et valable justice, honorable Président. Merci de passer l'instruction au greffier de prendre acte de la lecture du mémoire explicatif qui vient d'être lu à l'audience. Donne acte à l'avocat, conseil. Comment nous comme là, mettre là, comment ça Fénil Goldon Désir.
Pour la lecture de sa mémoire. Ok. Maître, asseyez-vous donc. Ministère public, vous avez la parole. Le Conseil de la défense de l'inculpé appelant Ardouin Zéphirin. Le Conseil de la défense de l'inculpé appelant Ardouin Zéphirin. Le Conseil de la défense de l'inculpé appelant Ardouin Zéphirin. Le Conseil de la défense de l'inculpé appelant la dame Marie-Étienne Martine Joseph Moïse. Le Conseil de la défense de l'inculpé appelant la dame Marie-Étienne Joseph Moïse. Le Conseil de la défense de l'inculpé appelant la dame Marie-Étienne Joseph Moïse. Le Conseil de la défense de l'inculpé appelant la dame Marie-Étienne Joseph Moïse. L'avocat du conseil de la défense de l'inculpé appelant